Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, le gouvernement compte donner un coup de pouce à la CAMEG. Les autorités ont décidé de soutenir la CAMEG confrontée à d'énormes difficultés financières. Abattage clandestin d'animaux, un réseau a été démantelé dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Et mise en place des associations Kogluego, les magistrats interpellent le pouvoir public à prendre ses responsabilités. Le gouvernement se veut plus regardant sur la question des évacuations sanitaires. À l'issue du Conseil des ministres hier, il a été décidé de rendre ces évacuations les plus justes possibles et de les faire dans les cas les plus urgentes. Des détails avec Joël Zoundi. 171 Burkinabés évacués en 2015, 44 en attente d'être évacués. Une dette colossale de l'État burkinabé à payer aux structures sanitaires ayant accueilli et assuré la prise en charge des patients. C'est le constat fait par le Conseil des ministres. Des mesures s'imposent et le gouvernement y veille, selon le porte-parole Rémi Fulgence Ganguinou. Sur l'année 2015, 171 personnes ont été évacuées et que 44 sont en attente d'être évacuées. Il se pose donc la question des engagements pris par notre État auprès des structures sanitaires, avec notamment une créance d'à peu près plus de 700 millions de francs CFA. Donc la réponse du gouvernement a été de trouver le moyen pour que les évacuations soient les plus justes possibles. Elles doivent toucher tous les niveaux de la société, sans distinction bien sûr des corps ou des origines sociales, mais surtout également correspondre à de véritables nécessités en termes de soins de santé. Aussi, on s'attelle à réorganiser toute la chaîne de prise de décision et le renforcement des plateaux techniques des centres médicaux de référence du Burkina en matière de prise en charge cardiovasculaire et chimiothérapie. Le budget qui est prévu soit tenu au niveau des évacuations. Ça implique donc également la mutation très rapide de notamment nos capacités pour traiter deux aspects particuliers. C'est les problèmes de radiothérapie pour traiter les cancers et les problèmes cardiaques. Parce que beaucoup de nos évacuations touchent ces deux aspects-là. Donc le Conseil a demandé donc au ministre en charge de ces dossiers, ministre des Finances et ministre de la Santé, de prendre les dispositions pour que les structures comme l'hôpital Delgado ou également le centre hospitalier Blaise Compaoré soient rapidement mises à contribution pour éviter et réduire ces évacuations-là. Le ministre de la Santé a aussi été instruit d'assainir la gestion des différents centres hospitaliers universitaires et régionaux pour plus d'efficacité et d'efficience dans la prise en charge des patients et surtout pour l'entretien et la protection des infrastructures et du matériel médical. Et la crise financière qui prévaut à la CAMEG a été passée au peigne fin hier en Conseil de ministres. Le gouvernement qui compte allouer des ressources financières à la centrale d'achat des médicaments pour lui donner un nouveau souffle. Joël Zoundi, reportage. La centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG traverse une situation difficile. Les créances impayées et une gestion laborieuse de la structure sont pointées du doigt. Le Conseil des ministres du mercredi 17 février 2016 s'est penché sur le dossier de la structure. La CAMEG donc qui a des créances mais qui a également des dettes. Et donc un certain nombre de facteurs expliquent cela. Il y a notamment au niveau de l'État des engagements qui ne sont pas respectés, mais il y a également une gestion assez délicate au niveau des CHR et des CHU. Au vu du rôle essentiel de la CAMEG, notamment dans la distribution et la disponibilité du médicament, le gouvernement a décidé du recadrage et de l'assainissement de la centrale d'achat des médicaments. Et des ressources financières importantes vont être allouées à la CAMEG. Il y a des règles de gestion qui doivent être appliquées. Donc le ministre en charge de la Santé a donc mis en place des audits pour rendre plus performante cette gestion-là et prendre des mesures adéquates à ce niveau-là. Quel qu'il en soit, le gouvernement a donc reçu ordre donc de mettre en place des mesures pour pouvoir très rapidement éponger ces éléments-là. D'ores et déjà, je pense qu'environ sur les créances dues à la CAMEG, 5 milliards de francs à peu près ont été dégagés pour permettre à cette institution-là de retrouver un peu de souffle. Le gouvernement burkinabé, dans le souci de rendre des médicaments disponibles et à moindre coût, a décidé de la mise en place de la CAMEG dans les années 2000. Tous les chefs-lieux de région devraient à terme bénéficier d'un dépôt régional de la CAMEG. En attendant, c'est plus de rigueur et de sérieux dans la gestion et le management de la structure mère qui sont prônés.
Autre actualité, afin qu'elle soit comprise par toutes les couches sociales, des versions du code électoral traduites en langue nationale ont été élaborées. Elles ont été officiellement présentées ce matin. Les langues choisies sont le moré, le dioula et le fulfulde. Et ce sont au total 6000 exemplaires en raison de 2000 par langue qui sont désormais disponibles. Cheikh Omar Bandaogo nous en dit plus. Le code électoral burkinabé traduit en 3 langues nationales, moré, dioula et fulfulde. Le produit final tiré en 6000 exemplaires a été remis à la Commission électorale nationale indépendante CENI ce 18 février par la coopération canadienne et le programme d'appui à la crédibilité et la transparence des élections au Burkina Faso, PACT-BF. Ce sont d'ailleurs ces 2 entités qui ont contribué financièrement à la réalisation du projet. La contribution du Canada est de 15 000 $. Il y a des coûts extra qui ont été payés par le projet PACT, mais l'essentiel de la contribution, c'est la contribution du Canada. Du côté de la CENI, on salue une aubaine qui vient à point nommé. Le processus de démocratisation enclenché depuis octobre 2014 tire vers sa maturation avec cette innovation. Évidemment, le code électoral traduit dans 3 langues devient accessible aux 3 catégories linguistiques qui savent lire dans ces 3 langues. Donc, en plus de ceux qui lisent en français, ça fait une extension de l'accessibilité d'un outil de référence en matière électorale et bien entendu un outil de bonne gouvernance. Donc, mais Maître Barthélémy Kéré, même s'il apprécie l'initiative à sa juste valeur, pense qu'un autre processus doit se mettre en place après la finalisation du document. Mais bien entendu, ce n'est pas assez. Vous l'avez vous-même dit, on a 6000 exemplaires. Il faut effectivement travailler à avoir beaucoup plus que ça, premièrement. Et puis ce n'est pas tout. Il va falloir qu'à l'arrière, avec d'autres partenaires, et je l'ai dit dans l'intervention liminaire, probablement aussi avec le Canada, nous allons travailler pour mettre en place donc de petits outils pour la sensibilisation des populations. Comme nous le faisons en français, on aura maintenant les outils pour le faire en dioula, pour le faire en moré, pour le faire en fulfulde. La Commission électorale nationale indépendante entend donc se mettre dès à présent à la distribution optimale du code électoral traduit en moré, dioula et fulfulde. Distribution qui, pour le premier responsable de la CENI, n'est pas tardive. Et face à la persistance de la mise en place des structures Koglu-Bouego, les magistrats interpellent le pouvoir public à prendre ses responsabilités. Le syndicat autonome des magistrats du Burkina, SAMAB, dit reconnaître la soif de justice de la population. Toutefois, ce syndicat maintient que les derniers événements malheureux confortent leur position, qui est la suppression de ces comités d'autodéfense. Joël Zoundi. Le comité intersyndical des magistrats avait interpellé le gouvernement le 7 février dernier à travers un communiqué sur la question de la naissance de structures parallèles de justice dénommées Koglu-Bouego et le souhait du politique de les reconnaître. Pour le comité intersyndical, au regard de l'extension et l'expansion de ces structures privées et informé de gestion des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires dénommées Koglu-Bouego, beaucoup d'inquiétudes subsistent. Nous avons fait un constat qui est amer. Ce constat est que des structures privées, illégales, se sont arrogées de pouvoir pour agir dans un certain nombre de domaines qui sont encadrés par les règles de droit. Il s'agit essentiellement des mesures de détention, de jugement, de torture contre des populations sur la base du fait que ces individus seraient en fait des auteurs d'infractions. L'Union intersyndicale des magistrats reconnaît toutefois la problématique de la sécurité au Burkina. Elle interpelle cependant le pouvoir public à prendre ses responsabilités. Je voudrais souligner que nous reconnaissons que le besoin de justice et de sécurité est assez pressant et sinon fortement exprimé par nos populations, mais nous estimons qu'il appartient au gouvernement de donner des réponses appropriées parce qu'il n'est pas intéressant dans ces domaines-là qu'on puisse laisser l'initiative privée prendre le pas sur, n'est-ce pas, je dirais, l'action de l'État. Et les bavures constatées ces derniers jours semblent donner raison aux magistrats. Vous savez qu'à Mégué, il y a eu mort d'homme et 5 personnes ont été déférées devant les tribunaux burkinabés. Hier,
à Sapuy, il y a eu mort d'homme. Nous avons alors, quand nous faisons l'analyse, certainement eu raison de très tôt dire qu'on ne peut pas cautionner de telles choses. Après la reconnaissance de cette association par les pouvoirs publics, les responsables de l'Union syndicale des magistrats attendent de faire le point des actions entamées à la base qui avisera. Et toujours à propos des Kogluego, un repris de justice battu lundi par ses comités d'autodéfense pour vol de bœuf a succombé hier à ses blessures à Sapuy. Et l'arrestation d'un chef Kogluego présumé être impliqué dans la mort de ces derniers est à l'origine de vives tensions aujourd'hui à Sapuy. Et selon des informations, d'autres associations d'autodéfense se sont mobilisées pour prêter main forte à celle de Sapuy. Et on apprend également qu'un renfort de la CRS appuyé de 2 hélicoptères a fait une descente dans cette localité. Un réseau d'abattage clandestin d'ânes a été démantelé par les forces de sécurité. En plus de vendre la viande, le trafic consistait à vendre également la peau de ces animaux. Le réseau a été mis à nu dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Ces ânes ne sont pas élevés pour les travaux domestiques par ces individus, mais plutôt pour être abattus clandestinement. C'est le constat fait par la police après une descente d'inspection sur les lieux. On a eu une remontée d'informations concernant un abattage clandestin dans cette concession. C'est pour ça que nous nous sommes déportés pour venir constater ce qui s'y passe. Et vous le constatez vous-même à travers vos images que c'est un abattage clandestin. Un abattage qui ne se pas dans des conditions d'insalubrité totale. Donc nous avons enclenché le mécanisme. On va sévir, les animaux seront conduits en fourrière et les intéressés vont aller s'expliquer sur leur acte. Après l'abattage de ces ânes, ces individus, tous de nationalité nigériane, procédaient à l'exportation de la viande et de la peau vers d'autres pays de la sous-région, selon le secrétaire général de la mairie. Selon leur explication, les peaux étaient destinées à l'exportation. Au départ, ils nous ont fait comprendre que la viande était consommée sur place ici. Mais au finish, nous apprenons que même la viande devait être exportée. Vous constatez que lorsqu'il y a insalubrité, il va falloir que l'objet de l'insalubrité, la viande notamment, nous allons saisir ça. Et ils vont peut-être s'expliquer sur pourquoi ce trafic-là. Et s'il y a lieu, certainement, il y aura des saisies qui vont être effectuées. Le reste, ça, c'est les tests qui vont déterminer. Selon le chef de détachement de la police municipale de l'arrondissement 9, l'abattage clandestin des ânes est un phénomène qui est en recrudescence à Ouagadougou. Il dit compter sur la collaboration de la population pour contrer ce phénomène. Poursuivant cette édition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en audience les membres de la Fédération des industries de l'agroalimentaire et de la transformation du Burkina Faso. Le point des échanges avec Philippe Ada. La transformation des produits agroalimentaires est le domaine de prédilection de cette fédération, dont une délégation forte de 6 membres a été reçue par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ce 18 février 2016. Nous sommes venus en délégation de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire, FIAB, pour présenter au chef de l'État notre structure et voir dans quel domaine, étant donné son projet de société, l'agroalimentaire pourrait prendre une place prioritaire. Les difficultés, il en a été également question dans l'entrevue entre le président du Faso et la délégation de la FIAT. Les difficultés sont énormes. Déjà, au niveau des matières premières, c'est une contrainte. Vous savez, avec les incertitudes du climat, nous avons à certains moments des fluctuations du prix. Et cela, pour l'agroalimentaire, qui est le secteur de transformation et de valorisation des ressources, peut prendre un coup. Vous avez également comme difficulté, comme contrainte, le problème de, nous dirons, le financement. À l'occasion, la Fédération des industries de l'agroalimentaire et de la transformation du Burkina Faso a exprimé au chef de l'État ses attentes. Nous avons des projets qui sont pour le moment dormants.
Il faut un siège pour la Fédération des industries agroalimentaires. Et nous avons également comme projet le centre multiservice. Le centre multiservice pour accompagner l'émergence des petites et moyennes entreprises agroalimentaires qui partiraient des régions, ensuite va descendre au niveau des provinces, au niveau des communes. Ces agroalimentaires repartent de la présidence avec la pleine volonté de participer pleinement pour leur part à l'essor économique d'un Burkina nouveau qui du reste a besoin de l'apport de tous en consommant burkinabé. Le Royaume de Belgique vole au secours des populations burkinabées confrontées aux pénuries d'eau dans des zones rurales comme Fada Ngourma. Le ministre de l'économie et le diplomate belge ont procédé hier à la signature d'une convention de plus de 9 milliards de francs CFA. Une dotation qui concerne également le volet de la santé et de la reproduction. Plus de détails avec Joël Zoundi. 9 milliards 839 355 000 francs CFA, voilà le montant donné par le Royaume de Belgique au Burkina Faso. La signature de la remise s'est déroulée ce mercredi 17 février 2016 entre le ministre en charge des Finances et l'ambassadeur de Belgique. Un don qui vise à résoudre le problème de manque d'eau potable au Burkina. L'eau potable, un droit fondamental pour tous les citoyens, ce qui veut dire que la population va en bénéficier rapidement. On espère que les premiers travaux seront visibles sur le terrain, à savoir une nouvelle ligne d'adduction, une grosse buse entre le lac de barrage de Tandjari et Fada Ngourma, une station d'épuration près du barrage et des points d'eau le long de l'adduction et une augmentation ou une extension du réseau d'approvisionnement en eau potable, donc dans la zone périurbaine et urbaine de Fada Ngourma. Ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième secteur, c'est le droit à la santé de reproduction. Et il y a également un volet qui concerne le recensement de la population. Pour le ministre de l'économie, des finances et du développement, le geste de la Belgique est salutaire. C'était ouf et je suis très heureuse et je voudrais d'ailleurs réitérer mes remerciements et ceux du gouvernement du Burkina Faso. Je suis avec mon collègue ministre de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais remercier très sincèrement l'ambassadeur, le gouvernement et le peuple du Royaume de Belgique pour ce geste qui pour nous est très significatif. Je crois que donc c'est un geste politique fort que la Belgique vient de poser. C'est un secteur très important. On vous parle d'eau, d'assainissement, on vous parle de santé de la reproduction. Ce sont des secteurs d'accès aux droits. Il faut noter que ce dont fait par la Belgique marque la reprise des relations entre les deux pays et une commission mixte sera bientôt mise en place pour plus de coopération entre les deux États. Pour une prise en compte du travail décent, l'une des recommandations de l'Organisation internationale du travail, dans les travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO, un atelier de validation des directives a débuté hier. La substance des travaux avec Doumadié Guel Rodrigue. Dans le souci d'intégrer le travail décent dans les travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO, et plus précisément au niveau des chantiers de construction, une étude avait été menée par le Bureau international du travail BIT. L'atelier de ce jour a pour objectif de valider le projet de directive sur les meilleures conditions de travail. Nous sommes conscients de ce que le travail décent, les principes de travail décent n'ont pas toujours été appliqués dans toute sa plénitude, dans tous ces projets. Donc nous sommes là pour proposer à travers cet atelier des directives pour faire en sorte que l'agenda du travail décent de l'OIT soit pris en compte dans les pratiques de l'exécution des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et comme je le disais, les travaux d'infrastructure de façon générale, qui représentent quand même une part importante du budget d'investissement public des infrastructures. Et il est important de notre point de vue, si on veut appliquer l'agenda du travail décent, c'est dans ce secteur qui consomme une bonne partie des investissements publics. Les conclusions de cet atelier
serviront au ministère en charge de la fonction publique de rendre plus opérationnel et de réglementer les travaux de haute intensité de main-d'œuvre dans notre pays. En tout cas des conclusions donc, de cet atelier-là, des choses qui nous permettront justement d'améliorer, en tout cas que ce soit d'un point de vue législatif ou réglementaire et que ce soit aussi d'un point de vue opérationnel sur le terrain. Je pense que les travailleurs gagneront, en tout cas, et il y va aussi de l'efficacité des entreprises. Quand vous avez des agents, des travailleurs, disons, qui sont absents parce qu'ils sont victimes d'accidents de travail, bon, nécessairement, ça va jouer sur le rendement de l'entreprise. Un travail décent tel que défini par l'Organisation internationale du travail et approuvé par la communauté internationale est la possibilité pour chaque femme et chaque homme d'accéder à un travail productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. La Fédération estudiantine scolaire pour l'intégrité au FASO, FESIBF, émet des réserves concernant les mesures que compte prendre le gouvernement pour résoudre la crise universitaire. Au cours d'une conférence de presse, les responsables du FESIBF ont commenté la déclaration de politique générale de Paul Kaba-Thieba. Le reportage de Viviane Bamba. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Paul Kaba-Thieba annonçait une batterie de mesures pour résoudre les différentes crises du monde universitaire. Un discours que la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina FESIBF prend avec réserve. Pour ses membres, les difficultés que traverse particulièrement l'université Joseph Kizerbo ne se limitent pas qu'aux infrastructures. Le problème de nos universités ne se limite pas seulement à la construction des amphithéâtres. Il y a la question même de la restauration, qui est vraiment un problème, un sérieux problème dans nos universités, et aussi la gouvernance. Vous êtes sans oublier avec moi que si le gouvernement même décide de mettre des milliards et que les hommes sur le terrain même ne font pas le travail nécessaire, c'est comme si on est allé jeter ces milliards dans l'eau. Voilà. Donc il faut revoir même la gouvernance universitaire. Et puis la question du CENU, la restauration, c'est vraiment un véritable problème. Mais quand nous avons écouté le discours du Premier ministre, il n'a pas parlé de restauration. Revenant sur le recrutement des étudiants pour combler le manque d'enseignants dans le scolaire, la FESIBF n'a pas caché sa déception quant à la mesure gouvernementale. Il faut créer des emplois auxquels les jeunes s'attendent. Parce que vous êtes sans ignorer avec moi que l'enseignement au Burkina Faso aujourd'hui, rares sont ceux-là qui veulent aller enseigner par amour. Voilà, pour la chose. Donc, il ne faut pas que le gouvernement va ignorer ce plan. Voilà, c'est la question de la valorisation même de l'enseignement. Si vraiment ils souhaitent recruter des jeunes pour l'enseignement, il faut qu'ils valorisent le secteur pour qu'elle soit attractive. Si elle est attractive, tout le monde, même voilà, ceux-là même qui n'avaient pas l'envie d'aller, vont y aller. La FESIBF, à travers son bureau exécutif, entend donc juger le gouvernement burkinabé à l'œuvre. Par ailleurs, elle n'a pas manqué de formuler des recommandations pour de meilleures conditions d'études des élèves et étudiants. Parlons à présent du dossier relatif au coup d'État. Les 4 journalistes convoqués par la justice militaire se sont présentés cet après-midi au tribunal militaire. Ladji Bama et Bouraïma Ouedraogo, respectivement rédacteurs en chef et directeurs de publication du journal Le Reporter Jaime Bitiunama et Newton Ahmed Bari du bimensuel L'événement ont été auditionnés. Burkina Info n'a pas été autorisé à prendre des images. Toutefois, à leur sortie d'audience, nous avons échangé avec Bouraïma Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter. Selon lui, les échanges ont réuni le commissaire général du gouvernement, le président du tribunal militaire. Il s'agissait juste d'échanges autour d'un certain nombre de questions. Et les journalistes ont été appelés à suivre un certain nombre de procédures et à ne pas divulguer des informations pour ne pas entraver l'enquête en cours. Autre actualité, parlons à présent sport. Comptant pour la 13e journée du Face au foot, l'Union sportive de Ouagadougou-Uzo et le club de Kassoum Ziko, COSAF, vont s'affronter dimanche au stade Joseph Konombo. Et la conférence d'avant-match a réuni ce matin plusieurs journalistes. Le reportage est signé Hassan Nakrou. Comment réussir cette 13e journée du Face au foot face à l'Union sportive de Ouagadougou-Izo? C'est l'équation que le club de Kassoum Ziko COSAF cherche à résoudre. Face aux journalistes, l'entraîneur adjoint du club Ali Ouedraogo a suggéré que COSAF est fin prêt pour le match. On sait que l'Izo, depuis le début du championnat, n'ont pas encore perdu un match.
Mais sincèrement, je vous dis, toute la semaine, juste après la défaite contre le RCK, c'est vrai, les 2 premiers entraînements, c'était un peu compliqué. On sentait les enfants vraiment crispés, découragés du match contre RCK. Mais on a pu quand même leur redonner le moral. Et je peux vous assurer qu'actuellement, ils sont fin prêts pour le match contre l'ISO. L'ISO, reconnu pour sa meilleure défense du moment, le capitaine Ismaël Zagré de COSAF et ses coéquipiers disent être déjà au top pour la rencontre. Je vois la meilleure défense, on défend non. Mais nous, on va donner tout ce qu'on a, on va tout montrer et essayer de perforer cette défense. Il faut noter que leur adversaire du dimanche 21 février prochain, l'USO, n'a pas pu prendre part à ce déjeuner de presse pour la non-disponibilité de leur entraîneur. À l'affiche de cette 13e journée, l'AS Sonabel rencontre le Santos FC au stade Joseph Konombo ce vendredi 19 février à 15h30, entrant dans le cadre d'un match en retard. Le samedi 20 février, toujours au stade Joseph Konombo de Ouagadougou, le Rail Club du Kadougou rencontre l'association Jeunesse Club de Bobo AJB à 15h30. Pendant ce temps, à la même heure sur le terrain du RCK, l'Union sportive des forces armées USFA sera face à l'Union sportive du Yatenga Uzi. Du côté de Bobo du Lasso, le RCB et l'ASFA Yenenga vont s'affronter au stade Sangoulé Lamizana toujours à 15h30. Cette 13e journée fermera ses portes le dimanche 21 février avec 2 affiches, le COSAF et l'USO au stade Joseph Konombo et l'ASFB l'EFO stade Wobi de Bobo du Lasso à 15h30. Poursuivons cette édition avec ce communiqué qui vient de nous parvenir et je vous lis la substance de ce message. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Comporé, au regard de l'incident survenu à Sapuy, tient à informer et à rétablir les faits. En effet, c'est au cours de la journée du mercredi 17 février 2016 que des éléments se réclamant des Kogluego ont soupçonné 2 personnes d'être des auteurs de vol de bœuf. Ils les ont interpellés et exercé sur eux des sévices corporels ayant entraîné la mort d'une des personnes. Le procureur du Faso a donné instruction pour l'interpellation et l'audition des mises en cause, ce qui a entraîné une opposition des Kogluego au motif que c'est pour protéger les voleurs. À leurs appels, près de 3000 Kogluego des environs ont convergé vers Sapuy pour s'opposer par tous les moyens à l'interpellation et l'audition des mises en cause. La police, de cet effet, a dépêché des équipes de renfort sur place. Face au climat délétère, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation, de la sécurité intérieure, a préconisé beaucoup de prudence pour éviter tout affrontement. Les policiers se sont donc contenus et ont favorisé le dialogue et la négociation. Les négociations ont abouti au résultat escompté grâce à l'intervention du président de la délégation spéciale de Sapuy et de personnes ressources dont le député Baoui et Reine Benaou. À 16h30, les Kogluego ont accepté de se rendre au commissariat de Sapuy pour les auditions. Et le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure condamne ce crime et tient à rappeler son engagement à faire respecter la loi et œuvrera à ce que toute la procédure aboutisse afin que justice force reste à la loi. En outre, au nom du gouvernement, il présente ses condoléances à la famille du disparu. Fait le 18 février 2016, il émane de la direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Et c'est bien sûr avec cette information que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.